Paul Craig Roberts se joint à nous. Bienvenue, Paul. Merci, Nima. Nous parlons du cas de Charlie Kirk, mais il semble que rien ne se passe à ce sujet, car beaucoup de gens se demandent ce qui s'est passé. Que s'est-il vraiment passé? Il semble qu'au fil du temps, de plus en plus de doutes apparaissent. Beaucoup de personnes sont très sceptiques quant à ce qui se passe, quant au processus en cours. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Derry Johnson. Il a dit, avec le fusil dont ils disent que Tyler Robinson s'est servi, ce n'est pas possible, parce qu'à cette distance, cela détruirait la cible. Il n'y aurait pas juste un simple cercle ici sur le cou, ce serait quelque chose de dévastateur qui pulvériserait le corps. Quelle est votre compréhension du cas de Charlie Kirk? What's your understanding of the case of Charlie Kirk? Well, as far as I can tell, there's no Eh bien, d'après ce que je peux voir, il n'y a aucune accusation contre Tyler Robinson. Et d'après ce que je peux voir, nous n'avons aucune des informations pertinentes. Nous ne savons même pas s'il y a une blessure de sortie, car plusieurs des théories essayent d'expliquer quelque chose alors que les autorités ne nous donnent aucun fait. C'est difficile, mais certaines de ces théories reposent sur l'existence d'une blessure de sortie, et donc nous ne savons pas. Est-ce que ces personnes savent quelque chose que nous ignorons? S'il n'y a pas de blessure de sortie, alors la munition utilisée n'était pas très puissante. Et ce qui est vraiment déroutant, c'est que nous n'avons toujours aucune information sur le fait qu'ils aient retrouvé la balle ou non. Y a-t-il une blessure de sortie? N'y a-t-il pas de trou de sortie? Quelles autorités ont déclaré que ces dégâts avaient été causés par une 30-06? Nous ne savons rien. Mais nous continuons à recevoir des théories, et certaines commencent à avoir du sens. Je crois que nous avons discuté de la théorie du pistolet de paume, mais maintenant cela a changé. Et ce même film est utilisé pour expliquer que Charlie Kirk a en réalité été assassiné par son service de sécurité israélien, qui lui aurait mis un de ces micros israéliens qui explosent, et que l'homme en marron que l'on voit pointer sa paume vers Charlie Kirk enverrait en réalité un signal pour déclencher cette explosion, et que c'est cette explosion qui aurait projeté l'objet dans sa gorge et l'aurait tué. Et c'est une analyse très approfondie, car elle souligne que l'homme que nous pensions avoir ce pistolet de paume passe instantanément par-dessus la rambarde. Il n'est pas du tout abasourdi ou choqué comme toutes les personnes autour de lui. Il est parfaitement conscient, passe immédiatement par-dessus la rambarde et rejoint Charlie. La police ne contrôle pas la scène du crime, et lui ainsi que d'autres personnes semblent prendre le contrôle de la situation, rassemblant des preuves. Ensuite, dans une vidéo, on voit que Charlie Kirk est évacué, non pas vers une ambulance car il est déjà mort, mais vers un suburban privé. Son corps est chargé dans une voiture privée, et l'homme en marron monte avec lui. Et donc, cela leur donne la possibilité de changer de chemise au cas où il y aurait des résidus de poudre ou autre chose. Eh bien, cela commence à avoir du sens. C'est plus logique que l'explication officielle. Mais qui sait? Je veux dire, ils ne nous disent rien. Je ne comprends pas pourquoi le FBI ne peut pas produire une déclaration indiquant s'il y a ou non une blessure de sortie, et une déclaration disant s'ils ont la balle ou non. Pourquoi ne peuvent-ils pas présenter un expert pour dire quelle arme aurait pu causer les blessures, quelles qu'elles soient? On dirait donc qu'on va simplement laisser l'affaire s'éteindre. Je ne vois pas comment ils pourraient arrêter Tyler Robinson, puisqu'il n'y a aucune preuve qu'il l'a fait. C'est une supposition. Et on n'est pas censé arrêter des gens sur la base de suppositions. Il se peut qu'ils soient coupables, mais nous n'avons aucune preuve. Donc rien de tout cela n'a de sens. Ça n'a tout simplement aucun sens.
Et bien sûr, Larry a tout à fait raison de dire que cette blessure qu'il montre sur Charlie n'est pas une blessure de sortie causée par un 308. C'est impossible. Et s'il avait vraiment été touché par un 308, les dégâts auraient été considérables. Ce serait juste. Donc il semble bien que quoi que ce soit, cela aurait pu être ce petit micro-explosif. Vous savez, les Israéliens utilisent ça pour éliminer un large pourcentage de la direction de la milice du Hezbollah. Et donc, ils auraient facilement pu, et puisqu'il semble être la source de la sécurité de Charlie Kirk, c'est une opération israélienne. Mais nous n'avons aucune confirmation de cela. Je veux dire, pourquoi le FBI ne peut-il pas dire que sa sécurité était assurée par un tel? Et quelle est leur réponse? Vous savez, pourquoi n'y avait-il pas de sécurité? Eh bien, je ne sais pas si nous pouvons dire quoi que ce soit. Nous n'avons aucune preuve à notre disposition, à part ces vidéos de l'homme en marron pointant Charlie, et Charlie étant emporté. Pourquoi, dans une suburban privée, son corps est-il évacué? Vous voyez, c'est nous la police. C'est tellement contraire aux exigences et aux pratiques de la police pour sécuriser la scène de crime. Il n'y a aucun effort pour sécuriser la scène et des particuliers partent avec son corps. Je ne sais pas. Ça sent vraiment mauvais. Il n'y a aucune explication qui tienne la route. Les médias, d'après ce que je vois, ne font que répéter la version officielle. Il a été abattu par cet homme sur le toit du 306. Eh bien, c'est absurde. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'ils se moquent de nous, pensant qu'on croira tout ce qu'ils nous disent. De toute façon, ils pensent qu'on ne peut rien y faire. Nous n'avons pas besoin de donner d'explications. Peut-être que c'est la situation dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas si tu as vu le gars qui va remplacer Charlie Kirk. Il a 19 ans. Il est pro-Israël d'ailleurs, et très bien connecté. Il est très proche de Ben Shapiro. Il a dit qu'il avait posté un message pour remercier Ben Shapiro de l'avoir aidé, de l'avoir invité sur son podcast et tout ça. Mais après tout, Paul, je ne pense pas que le mouvement créé par Charlie Kirk puisse vraiment être remodelé par ces gars qui essayent de prendre le contrôle du mouvement, d'essayer de le redéfinir. Parce que le mouvement reposait tellement sur la personnalité de Charlie, sur ses qualités, sur la façon dont il communiquait avec les étudiants sur le campus. Et je ne sais pas à quel point ce nouveau gars est capable, mais il est totalement pro-Israël, et ils essayent vraiment de faire de leur mieux pour remodeler le mouvement. Eh bien, je ne savais pas qu'un successeur avait été choisi et qu'il était pro-israélien. Eh bien, cela indique que toute cette opération pourrait avoir été une opération israélienne pour écarter le mouvement de Charlie parce qu'il était devenu un danger pour eux. Il exprimait du scepticisme à l'égard des Israéliens, et cela se transmettait à la génération montante. Et clairement, Israël ne veut pas que la nouvelle génération d'Américains soit sceptique envers Israël. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ont un contrôle si total sur les États-Unis qu'ils ne peuvent pas prendre le risque que Charlie Kirk détourne peut-être la jeunesse. Donc, s'ils ont déjà un remplaçant israélien pour Charlie afin de reprendre le mouvement, cela me semble être une preuve circonstancielle qu'Israël était responsable. Et je suis d'accord avec toi. Lorsqu'un mouvement perd son leader, il est à l'agonie, car le mouvement dépend du leader. Ce n'est pas une sorte d'opération indépendante. Ils insistent sur le fait que le mouvement de Kirk avait plusieurs sites, des bureaux et une organisation. Mais malgré tout, comme tu l'as dit, il était le mouvement. Donc je ne sais pas ce qui va se passer si ce n'est qu'il y aura un autre lobby pro-israélien. Qu'il soit efficace ou non, il y aura désormais un autre lobby pro-israélien qui parlera au nom de Charlie Kirk.
Here is Voici le gars, Paul. Nous voyons ce qui se passe en ce moment sur les campus universitaires partout dans le pays, en particulier à Yale et à Columbia. Ils sont fermés et envahis par ces manifestants anti-juifs, ces partisans de Gaza, ces sympathisants des terroristes. C'est ce qu'ils sont. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est écœurant, c'est ignoble, c'est inhumain. Écoutez, le Parti démocrate garde le silence radio à ce sujet. Pourquoi? Parce que ce sont leurs propres partisans. Et dans le cas d'Ilhan Omar, sa propre fille est là, sur la ligne de piquetage, à manifester pour cela. C'est écœurant, et il devrait le dénoncer. C'est pourtant facile de venir dire « Nous sommes pro-Israël, nous sommes pro-juifs, nous sommes pro-Amérique ». C'est aussi simple que ça. Mais à la place, il reprend les arguments de Charlie, mais il essaie d'une certaine manière de les manipuler à sa façon. tries to manipulate it the way he wants. And Well, from what I understand, Charlie, Eh bien, d'après ce que je comprends, Charlie avait changé d'avis ou était critique. Et clairement, cette personne ne l'est pas. Donc, si je devais parier maintenant, je dirais qu'il s'agissait d'une opération israélienne visant à éliminer une menace pour le contrôle d'Israël sur les États-Unis. Et on voit que ce contrôle est désormais tellement assuré, non seulement avec l'élimination de Charlie Kirk, mais il y a tous ces rapports, et Tucker Carlson les prend au sérieux. Il en a récemment parlé dans l'émission de Glenn Greenwald. Et Tucker dit que Netanyahou est partout au Moyen-Orient, se vantant d'avoir Trump complètement sous contrôle, que lui, Netanyahou, contrôle le président des États-Unis. that he, Netanyahu, controls the president of the United States. But you see, Israeli prime ministers have been saying this for a long time. Mais vous voyez, les premiers ministres israéliens disent cela depuis longtemps. They control Beaucoup d'entre eux ont souligné qu'ils contrôlent les décisions à Washington. Eh bien, pour que Netanyahou, en ce moment, insiste auprès des Arabes sur le fait qu'ils n'ont vraiment aucun espoir parce qu'ils contrôlent Trump. Bien sûr, cela l'aide à les soumettre ou à les amener à accepter qu'il annexe la Palestine ou ce qu'il en reste à Israël. Palestine Donc, si j'étais Trump maintenant, into Israel. en le rencontrant à nouveau, If I was c'est la quatrième fois qu'il est ici cette année. Qui est-il? Netanyahu's been here. Il est dans le bureau ovale en train de donner des ordres à Trump. What is he? He's in the Oval Office giving orders to Trump. Well, if I was Trump, I'd say, hey, what are you doing going around? Eh bien, si j'étais Trump, je dirais « Hé, qu'est-ce que tu fais à aller dire à tout le Moyen-Orient que tu me contrôles ?» Deporting Si j'étais Trump, en fait, je ne le verrais même pas. Je dirais « Expulsez-le ». Netanyahu's claims that Mais je n'ai pas entendu Trump contester les affirmations de Netanyahou selon lesquelles il contrôlerait le président des États-Unis. Je doute que les médias américains, NPR, CNN, n'importe lequel d'entre eux, ABC, Fox News, New York Times, je doute que l'un d'eux ait rapporté ces affirmations que Netanyahou répand dans le monde arabe. Donc les Américains ne le sauront que s'ils l'entendent de la bouche de Tucker. hear it from Tucker. Paul, one of the main concerns right now is the war. Paul, with Iran. It's l'une des principales préoccupations en ce moment est la guerre avec l'Iran. the same sort of movement. Il semble que si l'on observe les mouvements des avions de chasse, Israel attacking Iran. ce soit le même type de mouvement qu'avant l'attaque contre l'Iran, In Europe and avant around qu'Israël n'attaque l'Iran. and On dirait qu'ils déplacent les avions de chasse en Europe et autour de l'Iran. Et ce qui est incroyable, Paul, c'est que je regardais l'un des anciens chefs du Conseil de sécurité du Parlement iranien. Il parlait avec les médias iraniens, c'était en persan. Il a dit que il sait que l'Iran a le pouvoir de mener ce genre de guerre jusqu'à l'Armageddon et que ce serait la fin. Mais ils ne vont pas choisir cette voie. L'Iran est prêt à cela. Iran is prepared for that. I don't know how he was Je ne sais pas comment il s'est entretenu avec les médias iraniens. Bien sûr, il ne parle pas. Le président iranien, lors de son interview sur Fox News, a déclaré qu'il ne possédait pas d'armes nucléaires et n'en cherchait pas. Il a dit que, si l'objectif principal de l'administration Trump était de s'en assurer, ils étaient prêts à signer n'importe quel type d'accord. Mais quand on va jusqu'à attaquer un pays de 91 millions d'habitants,
et qu'on croit d'une certaine manière qu'un miracle se produira, comme un changement de régime ou un effondrement total comme un château de cartes. Ce n'était pas le cas pendant les 12 jours de guerre. Je ne sais pas. Quelle est la compréhension à Washington? Comment voient-ils la situation? Et pourquoi sont-ils autant sous l'influence de Netanyahou en ce qui concerne une nouvelle guerre, s'ils vont dans cette direction avec l'Iran? Eh bien, vous demandez quel sens cela a que Washington pense de cette façon. Mais bien sûr, je répondrai en disant, où voyez-vous du sens dans la façon de penser de Washington? Où? Sur quel plan? Sur quel sujet? Je ne vois de logique nulle part. On peut donc simplement conclure qu'ils ne sont pas des gens sensés. Ils ont l'habitude de s'imposer grâce à leur hégémonie ou à l'acceptation mondiale de leur domination. Voyez-vous, la question pour moi est la suivante. Si l'Iran s'attend à être attaqué, pourquoi attend-il simplement? Pourquoi n'attaque-t-il pas en premier? Pourquoi ne pas aller de l'avant et rayer Israël de la carte? Pourquoi l'Iran reste-t-il là à se mettre en danger? Pourquoi ne coule-t-il pas tous les navires américains dans la région? Ou n'anéantit-il pas Israël une bonne fois pour toutes? Pourquoi ne pas faire exploser toutes les bases américaines? Pourquoi les laisser vous frapper en premier, vous infliger des dégâts et ensuite devoir riposter? Je ne comprends pas. Si l'Iran s'attend à être attaqué, il devrait frapper. Il devrait au moins détruire Israël. Ils en sont capables. Donc je ne vois aucun sens dans tout cela. Comme tu le sais, nous en avons parlé de nombreuses fois, je ne vois aucun sens dans la politique de Poutine. En fait, c'est lié. Parlons-en un instant. Il y a quelques jours, je crois que j'en ai parlé, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les services de renseignement russes avaient découvert un complot en Occident visant à organiser une attaque sous faux drapeau contre eux-mêmes pour pouvoir l'imputer à la Russie. L'Estonie, la Pologne et la Moldavie étaient impliquées. Et elle a dit, tu sais, si cela se produit, nous serons en pleine Troisième Guerre mondiale. Eh bien, j'ai été frappé que ce soit la porte-parole qui le dise, et non le ministre des Affaires étrangères lui-même. Donc encore une fois, il semble que le ministre des Affaires étrangères ne veuille vraiment pas assumer la situation. Alors on a demandé à la porte-parole de le faire. Et ensuite, les faux rapports en provenance d'Estonie et de Pologne, selon lesquels des avions et des drones russes auraient pénétré leur territoire, ont commencé à prendre tout leur sens, car cela prépare l'opinion publique occidentale à croire que la Russie agit de manière agressive à leur encontre. Cela prépare le terrain pour faire croire que la Russie leur a porté une attaque, et tout cela paraît alors plausible. Ensuite, on apprend qu'il y a des troupes américaines en Roumanie et apparemment en Moldavie. Et puis, il y a un rapport que je n'ai jamais vu confirmé, selon lequel des forces françaises et britanniques auraient débarqué à Odessa. C'est le seul port en Ukraine que Poutine a laissé hors du contrôle russe. Cela signifie donc que cette mince bande de terre le long de la frontière ukrainienne et moldave, appelée Transnistrie, qui est une région séparatiste de la Moldavie, abrite des troupes russes qui y sont stationnées en tant que force de maintien de la paix. Eh bien, ces troupes se retrouvent maintenant prises en étau entre les Américains d'un côté et les Britanniques et Français de l'autre, ce qui constitue une bonne façon de déclencher une nouvelle guerre comme en Ukraine. Et puis, si ce soupçon d'attaque sous faux drapeau dans les régions du Nord, les pays baltes, la Pologne, se confirme, à quoi la Russie est-elle confrontée? Elle fait face à une guerre conventionnelle le long d'un front de 1000 kilomètres. Est-ce que Poutine va mener ce combat? Ce n'est pas une situation prometteuse. Donc, lorsque Maria Zakharova a dit que s'il y a cette attaque sous faux drapeau,
cela signifie la Troisième Guerre mondiale. Et il est clair que les Russes ont l'intention d'utiliser des armes plus puissantes. Ils disposent de ce nouveau missile qui est extrêmement destructeur. Il est aussi destructeur qu'une arme nucléaire, mais n'a pas... Oui, oui, oui. Et comme le dit notre ami John Helmer, nous attendons le moment décisif. Eh bien, peut-être qu'il approche. Alors, comment expliquer tout cela? Parce qu'il est évident que les gouvernements estoniens et polonais savent qu'il n'y a pas d'attaque russe. Pourquoi font-ils semblant, ce qui les expose au risque de recevoir l'un de ces missiles? C'est insensé. C'est totalement insensé. Tout comme tu le dis, il est insensé que les États-Unis et Israël pensent qu'ils sont à l'abri d'une attaque de l'Iran. Il y aura une réponse. Et à moins que Netanyahou ne convainque Trump d'utiliser des armes nucléaires. Vous voyez, pourquoi Netanyahou est-il à la Maison-Blanche en ce moment? Pourquoi a-t-il besoin de venir ici? Je suis certain que cela a un rapport avec une attaque contre l'Iran. Et on pourrait penser que n'importe quel journaliste arriverait à cette conclusion et poserait la question à la Maison-Blanche. Netanyahou est-il ici avec Trump pour planifier une attaque contre l'Iran? Eh bien, personne ne lui posera cette question. Pas un seul journaliste. C'est tellement différent de mon époque quand j'étais journaliste au Wall Street Journal, par exemple. Vous savez, nous aurions été une demi-douzaine à demander « Est-ce le début? Prévoyez-vous une attaque contre l'Iran? Que fait-il ici? Pourquoi est-il ici maintenant? » À quoi cela sert-il? Il n'y a pas de question. Je ne sais pas si la Maison-Blanche a donné une explication sur la présence de Netanyahou ici. Il parle d'un nouvel accord à Gaza. Eh bien, le nouvel accord, mais Netanyahou a déjà dit « nous allons l'annexer ». Donc il n'a pas besoin de l'autorisation de Trump. Il ne serait pas ici pour ça. Écoutez, s'il est assez sûr de lui pour aller dire au peu qu'il reste du monde arabe, que Trump est sous sa coupe, qu'il contrôle l'Amérique, alors il peut annexer la Palestine sans obtenir l'approbation de Trump. Tout comme il a attaqué les dirigeants du Hamas au Qatar, il n'a pas demandé l'approbation de Trump. Plus tard, Trump a dit qu'il l'avait fait, juste pour masquer le fait qu'il n'a plus aucune influence. Voilà où nous en sommes. Pour moi, tout cela ressemble à une situation très risquée et incertaine. Et encore une fois, comme l'a dit Charlie Kirk, nous n'avons aucune information. Il n'y a tout simplement pas d'information. Les médias sont très silencieux, ils ne veulent pas savoir, il n'y a aucune question posée. Je n'ai pas suivi les mouvements des avions de chasse, mais si votre rapport, ou ce que vous avez dit, est correct, et qu'ils semblent se regrouper pour une attaque dans cette zone, alors la seule cible possible serait l'Iran. N'importe quel journaliste, même de troisième zone, verrait qu'il y a une histoire à creuser et devrait s'y intéresser. Mais ils ne le font pas. Donc je suis vraiment inquiet que nous nous réveillions un jour pour découvrir que le monde est sur le point de s'embraser. Paul, dans le cas du rétablissement des sanctions, la Russie a déclaré qu'elle se moquait de ce que fait l'Europe avec les États-Unis. La Chine adopte une position similaire. Elle qualifie cela d'illégal et de nul. Comment vois-tu les choses? Penses-tu que l'Europe est en train de tout perdre, Paul? En Ukraine, ils perdent. Au Moyen-Orient, ils perdent le contrôle de la situation. Ils n'ont pas de position claire sur Gaza. Et je crains que la même chose n'arrive avec la Chine également. Ils vont perdre la Chine dans un avenir proche à cause de la façon dont ils se contentent de faire tout ce que les gens à Washington, l'establishment, leur demandent de faire. Ils sont totalement prêts à tout sacrifier en Europe au profit de l'establishment. Eh bien, je crois avoir vu ce matin un sondage qui disait que Starmer, le Premier ministre britannique,
avait le soutien de 13% de la population britannique. 13%. Alors comment est-il même Premier ministre? Je veux dire, n'importe qui pourrait probablement obtenir 13%, vous ou moi pourrions probablement obtenir 13%. Et puis j'ai aussi vu ce matin tôt que le chancelier allemand avait 23%. Alors, en quel sens est-il chancelier de l'Allemagne? Seulement 23%. Comme je le dis depuis longtemps, les politiciens européens ne représentent pas les nationalités ethniques qui composent ces pays. Le chancelier allemand ne représente pas le peuple allemand. Le Premier ministre britannique ne représente pas le peuple britannique. Il l'approuve à 13%. Mais bien sûr, les envahisseurs immigrés lui donnent un taux d'approbation élevé. Starmer est approuvé par les envahisseurs immigrés, mais pas par ses propres citoyens. Donc, lorsque des pays élisent des dirigeants en qui ils n'ont aucune confiance, tout peut arriver. Et d'après ce que je peux voir, la force motrice, c'est l'argent. Donc tout dirigeant à qui l'on propose de l'argent va l'accepter. Et que fait-il? Il fera n'importe quoi pour l'obtenir. Ainsi, vendre un pays devient une routine. Le peuple est trahi et les dirigeants s'en vont avec des sacs pleins d'argent. Je veux dire, souvenez-vous du Premier ministre britannique, le dernier chef travailliste, Tony. Vous voyez de qui je parle. Enfin, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il valait quelque chose. Tony Blair. You're talking Quoi? Tony Blair. Oui, Blair. Oui, Blair. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il valait quelque chose comme 200 millions de livres. Eh bien, d'où ça vient-il? Les Clinton valaient 200 millions de dollars. D'où ça vient-il? Donc je pense qu'ils sont achetés, ils sont tout simplement achetés, et ils servent ceux qui les paient. C'est ainsi que les États-Unis contrôlent les pays, simplement par le biais de la direction. Donc, ce que ça signifie vraiment, c'est que personne ne réfléchit aux questions que vous posez. Les gouvernements, ça ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est « est-ce que je vais toucher mon argent ?» On le voit partout dans la société. Regardez les entreprises. Qu'est-ce qui préoccupe les entreprises? Allons-nous toucher la prime trimestrielle? Allons-nous recevoir la prime trimestrielle? Et ils ne se demandent pas s'il y aura encore une entreprise ici dans 2 ans. Donc je pense que vos questions sont difficiles à répondre parce qu'elles partent du principe qu'il existe une intelligence opérationnelle qui essaie de produire un bon résultat pour la société ou le pays. Mais c'est une vieille façon de penser. J'ai été élevé dans cette manière de voir les choses. Mais j'en ai assez vu. Je ne pense plus que ce soit le cas aujourd'hui. Je ne pense plus qu'il existe des politiciens ou des dirigeants, comme on les appelle, qui essayent de produire un bon résultat dans l'intérêt public. Ils utilisent le gouvernement pour obtenir un bon résultat pour eux-mêmes. Et donc, la façon dont ils abordent les questions que vous soulevez, c'est comment puis-je en sortir avec le plus d'argent possible. Il n'y a donc aucune réflexion. Il n'y a qu'un agenda et tout le monde y sert. En échange, ils reçoivent de l'argent. Donc je pense que tout est là. Et l'agenda semble être celui des néoconservateurs, les néoconservateurs sionistes. Ce sont eux qui dirigent l'agenda. L'hégémonie militaire américaine au service d'Israël. Voilà l'agenda. L'hégémonie militaire américaine au service d'Israël. Cela signifie donc éliminer toute personne qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, faire obstacle au grand Israël. Et ils continuent de montrer leur agressivité en s'étendant. Les frontières du Grand Israël ne sont plus du Nil à l'Euphrate, c'est du Nil au Pakistan. Et ils le disent ouvertement. On peut les voir à la télévision le dire. Et puis si vous le rapportez, tout le monde dit « Oh, vous êtes antisémite ». Ils ne l'ont jamais dit. Ils ne l'ont jamais dit. Ils ne l'ont jamais dit.
Eh bien, vous pouvez dire, eh bien, regardez, c'est là, juste ici. C'est sur YouTube, c'est à la télévision, le voilà en train de le dire. Voilà Netanyahou brandissant le graphique. Comment pouvez-vous dire qu'il ne l'a pas dit? Il a même un graphique dessiné. Et ils vont le nier. Ils le nient. Oh, c'est antisémite. Tu es antisémite. Je ne fais que rapporter ce qu'a dit le chef d'Israël. Si je rapporte ce qu'a dit le chef d'Israël, pourquoi est-ce antisémite? Était-ce antisémite quand il l'a dit? Je ne fais que le rapporter. Donc même les faits démontrables ne peuvent pas être reconnus. Et donc encore une fois, je vais demander à Nima, pourquoi l'Iran? Regardez, pourquoi l'Iran reste-t-il là à attendre? Ça n'a aucun sens. Il devrait avoir un plan de guerre offensive stratégique et il devrait lancer le leur avant que les Israéliens et les Américains ne lancent le leur. Je n'ai jamais compris pourquoi tous les Arabes, toutes ces années depuis 1947, n'ont jamais rien fait. Je n'ai jamais compris pourquoi les Palestiniens n'ont rien fait et ont simplement laissé les colons israéliens les chasser, village après village, au fil des années, 70 ans ou plus. Les Juifs ont expulsé les Palestiniens, village après village, olivret après olivret. Ils ne se sont jamais unis pour arrêter cela. À une époque, ils étaient bien plus nombreux que les Juifs. Ils auraient pu chasser les villages israéliens. Au lieu de cela, ils ont accepté la violence, ont abandonné et sont partis, se retrouvant dans des camps de réfugiés. Et vous savez, si les gens ne se battent pas pour eux-mêmes, alors ils ne peuvent pas survivre. Et les pays arabes ont fait la même chose, ils sont restés là. D'abord, ils ont laissé les États-Unis déclencher une guerre entre l'Irak et l'Iran. Les deux gouvernements sont tombés dans le piège. Pourquoi? Pourquoi diable les gouvernements irakiens et iraniens ont-ils dit « Oh oui, laissons les Américains nous utiliser pour nous détruire mutuellement ». Cela n'a aucun sens. Ensuite, l'Afghanistan a été attaqué par les Américains et tout le monde est resté assis. Puis ce fut l'Irak, ils ont pendu Saddam Hussein et tout le monde est resté assis. Ensuite, ce fut Kadhafi en Libye, puis les musulmans noirs en Afrique du Nord, Somalie, Soudan, puis à nouveau la Syrie, et finalement ils ont eu la Syrie. Et les Russes quittent la Syrie après l'avoir défendue avec leurs forces aériennes. C'est Poutine qui a stoppé l'invasion qu'Obama essayait de lancer contre la Syrie en envoyant l'aviation le lendemain matin. Et puis il s'en va, et donc la Syrie est perdue. C'est tout simplement extraordinaire. Et puis bien sûr, nous avons aidé Israël à assassiner des dirigeants iraniens. Vous savez, ce chef des gardiens de la révolution. Je crois que c'était un assassinat américain, non? C'était pas Trump, son premier mandat? Comment s'appelait ce général? Soleimani. Oui. Je pense que c'était un assassinat commandité par Trump, mais nous l'avons fait pour Israël. Pourquoi Trump avait-il besoin de l'assassiner? Parce que Netanyahou le lui a demandé. Donc vous voyez, Netanyahou ne ment pas quand il dit qu'il a cette influence. C'est une énorme erreur de penser qu'Israël n'est pas extrêmement puissant en ce qui concerne la politique étrangère américaine, en particulier au Moyen-Orient. En effet, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, ils sont puissants dans tous les domaines. Les étudiants américains qui protestent contre le traitement des Palestiniens par Israël sont expulsés de l'université. Si vous boycottez Israël, si vous faites une sorte de boycott d'Israël, que ce soit sur les importations, les exportations ou les investissements, vous ne pouvez pas faire affaire avec l'État. Israël a même réussi à faire adopter par des gouvernements d'États américains des lois pour que les personnes qui critiquent Israël soient sanctionnées sur le plan commercial. Ils ne peuvent pas avoir de contrat d'État, ils ne peuvent pas travailler pour le gouvernement.
Eh bien, si ce n'est pas du pouvoir, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Aucun autre pays ne peut faire cela. Je ne pense pas que quelque chose de semblable soit déjà arrivé sur Terre. Et ce qui est vraiment amusant, c'est que maintenant, vous et les autres anciens premiers ministres, vous vantez ouvertement de votre contrôle sur les États-Unis. Ici, si vous le répétez, il y a tout un mur de gens qui disent « Non, non, ils n'ont jamais dit ça, ils n'ont jamais dit ça, c'est antisémite ». Ils sont donc tellement puissants qu'ils peuvent déclarer quelque chose, et si vous le répétez, une tonne de briques vous tombe sur la tête. Donc pour eux, c'est vrai et faux en même temps. Comment cela peut-il arriver? Eh bien sûr, une des raisons, c'est que vous n'avez pas de médias. Well, of course, one reason is you don't have media. You have propaganda, you have a lie machine. Vous avez de la propagande, vous avez une machine à mensonges. Fondamentalement, les médias occidentaux sont une machine à mensonges. Tout ce qu'ils font, c'est mentir pour soutenir les récits dominants. Et c'est une autre raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de réponse à votre question. Personne ne va fournir d'informations, ni confirmer, ni infirmer quoi que ce soit. Il y a un récit, et c'est tout. Et si vous vous écartez du récit, vous êtes un théoricien du complot et on ne vous écoute pas. Et la pression des pairs fonctionne, ça marche vraiment. La plupart des gens n'ont pas la force émotionnelle ou mentale de se lever et de croire en quelque chose. Ils veulent être avec la foule. Qu'est-ce que tu crois? Bon, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu crois? D'accord. Vous vous entourez, vous ne voulez pas avoir une conviction à défendre. Alors vous adoptez celle de vos pairs. La plupart des gens font cela. Je veux dire, il y a toujours quelques personnes qui s'expriment, mais c'est rare. Donc vous posez les questions qui devraient être débattues publiquement partout dans les médias, et les médias devraient les poser. Ils devraient certainement demander ce que fait Netanyahou à la Maison-Blanche en ce moment. Sont-ils en train de planifier une attaque contre l'Iran? Je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Et en ce qui concerne les faits et la réalité, la Palestine est déjà annexée, non? Je veux dire, il n'y a plus rien. Gaza, dans sa configuration actuelle, ne peut pas survivre. Il n'y a pas d'infrastructure, pas d'hôpitaux, pas d'eau, nulle part où vivre, pas de nourriture. Tout est détruit. Et la Cisjordanie, il n'y a plus de Cisjordanie. Il reste quelques petits points d'implantation isolés que les colons n'ont pas encore vidés. Mais il n'y a plus de Cisjordanie. Si vous regardez la carte, la Cisjordanie n'est qu'une poignée de petits endroits isolés qui ne sont même pas connectés entre eux. Et tout à coup, on entend à nouveau des gens parler de la solution à 2 États. Mais il n'y a pas de territoire pour 2 États. Quel est le territoire de la solution à 2 États? Quelques petits points en Cisjordanie et une destruction massive à Gaza, qui était déjà un camp de concentration à ciel ouvert. Pas un État. Comment pouvez-vous être un État quand vous n'avez aucun contrôle sur vos frontières? Vous n'avez aucun contrôle sur vos propres ressources. Vous ne pouvez même pas gérer vos importations et exportations. Ce n'est pas un État. J'ai été étonné de voir l'autre jour le gouvernement russe dire que la solution, c'est la solution à 2 États. Eh bien, de quoi parle-t-il? Quoi? Ce n'est pas un État de Gaza. C'est fini. Et les ministres israéliens ne cessent de le répéter. Et c'est extraordinaire de voir à quel point aucun aspect de la vérité ne peut être abordé. Vous voyez même l'assassinat de Charlie Kirk. Après tout ce temps, nous ne savons toujours pas. Y a-t-il une blessure de sortie? Nous ne savons pas où est la balle, ni même s'il y a une balle. Nous n'avons aucune idée de la façon dont il a vraiment été tué. Nous sommes obligés de nous fier à l'interprétation d'une vidéo qui semble montrer qu'il s'agissait d'un coup monté par des professionnels avec des moyens high-tech, même pas un fusil. Nous ne savons pas, et personne ne pose de questions. Aucun journaliste persistant ne frappe à la porte du FBI en disant « Quelle est l'explication? Donnez-nous une explication. »
knocking on the FBI door saying, "What's that explanation? Give us an explanation. What's happened? How did this happen?" Que s'est-il passé? Comment cela a-t-il pu arriver? Il n'y a rien. Et on nous a dit pendant des jours qu'ils n'avaient pas de balles. Et on nous a dit pendant des jours qu'il n'y avait pas de balles. Et puis on nous dit que le chirurgien affirme qu'il n'y a pas de trou de sortie. Leur a-t-il fallu des jours pour découvrir qu'il n'y avait pas de trou de sortie? Eh bien, dans ce cas, il n'y a pas eu d'autopsie. Apparemment, il n'y en a pas eu. Et un groupe de personnes qui n'étaient pas de la police a emporté le corps dans une suburban. Comment cela peut-il arriver? C'est une violation totale de l'obligation pour la police de sécuriser la scène du crime. C'est la police qui viole ses propres règles. Pourquoi? Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas un terroriste en train de tirer sur la foule. Il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y avait rien que la police ait pu abandonner. La scène de crime a été laissée ouverte, permettant à une foule d'inconnus d'y entrer et d'en prendre le contrôle. Et si quelqu'un nettoyait des preuves, personne n'a dit « Hé, comment tu t'appelles? Montre-moi une pièce d'identité. » ou « Nous voulons t'interroger. » Tout cela est absurde. C'est pas seulement ce que Larry dit à propos de l'idée que c'était un 3006 qui est absurde, c'est l'ensemble de la situation qu'il est. Et de qui recueille-t-il les commentaires? De toi, de moi, de Larry Johnson. Bref, je veux pas me lancer dans un monologue, mais j'essaye de faire comprendre aux gens que cette situation est vraiment inexplicable. C'est inexplicable. It's inexplicable. Yeah. Thank you. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. for being with us today. Eh bien, merci, Nima. Thank you. Great. Grand plaisir comme toujours. Yeah, thank you for raising these questions. Merci d'avoir soulevé ces questions. Il sera très intéressant de voir comment cette affaire Charlie Kirk va évoluer. Je soupçonne que cela sera simplement éclipsé par l'actualité. Une attaque contre l'Iran ferait disparaître l'affaire Charlie Kirk et Tyler Robinson. Restez donc vigilants et j'ai hâte de discuter à nouveau avec vous. Merci beaucoup. À bientôt, Paul. Au revoir. Bye. Au revoir.